Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Manon. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah écoute, ouais, comme je te disais, super belle journée. On est vendredi, le week-end arrive, un petit peu de repos. Je sais pas si toi t'as un week-end chargé, mais moi mon week-end est bien rempli. Donc, non, moi ça va être du repos parce que la semaine a été chargée. Ouais, j'imagine qu'en ce moment là tu t'entraînes énormément là avec l'approche des grandes échéances. C'est ça, on est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques et du coup ça n'arrête pas. Ok, ouais, j'imagine. Est-ce que le stress monte ? Je me rends pas compte, tu vois. On est quoi, à moins de 100 jours, 80 jours, 90 jours, quelque chose comme ça ? J'avoue que c'est marqué à l'INSEP. Tous les jours, on peut voir le compteur. J'esquive le compteur. Mais oui, le stress commence à monter, à se dire est-ce qu'on sera prêt le jour J, quoi. Ouais. Okay. Et tu le sens aussi peut-être dans le groupe ou parce que j'ai l'impression que dans l'escrime vous êtes vachement soudés les uns les autres. C'est un sport individuel, mais que l'équipe elle est importante, que la vie du groupe est quelque chose de très très important, notamment parce qu'il y a des compètes par équipe. C'est ça, ouais, c'est la beauté de l'escrime, c'est qu'on a le sport individuel et le lendemain la compétition par équipe. Et après oui, vu qu'on est un groupe, un collectif qui s'entraîne tout le temps ensemble 7 jours sur 7, forcément on crée des liens. Donc ce qui fait que on est très soudés, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas finalement, on peut se taper dessus le jour de l'individuel, mais quand on est par équipe, on a l'impression qu'on est les meilleurs amis du monde, c'est ça qui est assez beau. Du coup, la tension se fait pas encore trop ressentir. Quand on est que les 4 filles ensemble, on voit qu'on est un peu stressé. Quand on parle avec les coachs, il peut y avoir des petites tensions de se dire ça j'arrive pas, ça j'y arrive ou quoi. Mais l'équipe des 12 filles va bien. Ok, bon bah tant mieux, trop bien. Et ouais, c'était avec Enzo Lefort d'ailleurs qui m'avait dit qu'il y avait un bon petit groupe. Et je sais pas si chez toi ou là tu le ressens pareil, mais il me disait qu'il y avait eu beaucoup de transferts de génération. Après c'était l'année un peu noire, c'était à Londres, c'est ça, où il y avait très peu. J'étais pas encore, mais ouais. Où c'était un peu le trou et que du coup il y avait un peu un entre-deux de génération, il y avait les très jeunes et les plus âgés, et lui il disait en tout cas que ça se passait super bien. Ouais, nous aussi, moi quand je suis rentrée à l'INSEP, on arrivait à 4 jeunes. Et du coup, il y a eu un peu un espèce de trou. Et encore aujourd'hui, on a 2 filles plus âgées, les filles avec qui je suis en équipe, qui ont 30 ans. Et après, on est à 26, 25 ans, voire en dessous. Du coup, il y a un creux de génération, mais vu que ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne ensemble, on a réussi à tisser des liens, à partager nos expériences et à apprendre, nous, on apprend de l'expérience des plus anciennes et les plus anciennes apprennent de notre fraîcheur, quoi. Ok, bon bah on va en reparler. J'ai vraiment envie de creuser un peu ces sujets-là avec toi. Mais comme je te disais, il y a une tradition sur ce podcast et tous les invités y passent. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, c'est me voir à la récréation à l'école primaire jouer au foot avec les garçons. C'est vrai ? Voilà, ouais. Okay. C'était mon rendez-vous. Fallait qu'à chaque récré je me dépense et pour me dépenser, j'allais jouer au foot avec les gars.
Ok, d'accord, ouais. C'était quoi? C'était le fait que t'aies plus de copains enfin, de copains garçons qui fait que tu jouais au foot, ou c'est parce que t'aimais le foot, tout simplement? J'aimais déjà, premièrement, me dépenser. Ouais. Rester assise dans la classe, ça m'a toujours un peu tuée. Fallait que je sorte, que je courde partout. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amis garçons. Tu me dis, hein, si tu veux qu'on se lève pendant l'interview. Non, là, ça va. Non, j'ai toujours eu enfin, surtout en primaire, j'étais vraiment copain garçon et fille. J'ai toujours eu les deux. J'ai toujours eu besoin d'avoir des amis mixtes. Ok, d'accord, ouais. Ok. Et du coup, ouais, pourquoi le football? Peut-être c'était le sport le plus pratiqué dans la cour de récré, ouais. Ouais, bah, comme partout, même encore quand on va dans n'importe quel sport là aujourd'hui, quand on voit les personnes s'échauffer en général, dès qu'on dit foot, et bah tout le monde est heureux. À l'école primaire, c'était pareil, c'était le foot. J'aimais bien. Mon père était footeux à la base, donc forcément, j'avais j'avais pas des notions parce que j'étais vraiment très mauvaise. Mais ouais, le foot, comme pour tout le monde, c'est un peu la base, quoi. Ouais, ok, d'accord. Et t'as essayé d'en faire en club? Je sais pas, t'as essayé de prolonger? Mon père a pas voulu. C'est vrai? J'ai voulu essayer. Pour un papa footeux? Bah ouais, il a dit non, je connais le monde et je préfère que tu essayes autre chose. C'est vrai? Et puis je crois que j'avais les pieds carrés, c'est ce qu'il m'a dit plus tard. Ok, d'accord, mais c'est marrant qu'ils disent ça. Moi, j'ai eu un peu la même histoire. J'ai essayé une fois et je suis revenu. J'avais appris à dire. Enfin, j'avais appris plein de gros mots, quoi. Ah ouais? Durant le premier entraînement de l'année, je crois que je devais être en CP ou en grande section de maternelle. Et mon père a dit plus jamais, quoi. Donc j'ai été privé de foot. Ok, mais du coup, c'est hyper marrant qu'il t'ait pas laissé. Et du coup, il t'a guidé vers un autre sport plus jeune? Il m'a guidé vers le sport. Mes deux parents étaient très sportifs. Du coup, c'était pas la musique, moi, c'était le sport à la maison. Du coup, tout le temps, je faisais beaucoup de sport. Après, j'ai essayé la danse et le taekwondo pour avoir vraiment deux styles différents quand j'étais jeune. Ouais. La danse, dans l'idée, j'aimais bien danser, mais faire tout le temps pareil, apprendre une choré tous les jours, ça me plaisait pas. Fallait que je puisse faire ce que je voulais, quoi, me dépenser finalement. Ouais, okay. Et le taekwondo, j'aimais bien ça, mais quand on est petit, on peut pas vraiment se taper dessus. Ouais. Et l'ambiance du club était pas ce que je préférais. C'était vraiment on vient, on attend que le cours commence, on s'entraîne et on part. Okay. Du coup, et moi j'avais besoin de taper, donc le cours en lui-même je l'aimais bien, mais finalement l'ambiance en soi j'aimais pas trop. Ok, t'avais besoin de taper, pourquoi? Non, j'ai pas besoin de taper. Je suis vraiment pas quelqu'un qui tape sur les gens, mais le côté, l'entraînement, non, l'entraînement était cool. Ok, ça marche. Et enfin, avec le recul, là, t'en as trouvé des choses intéressantes, tu vois, ça reste un sport quand même de duel ou avec de très technique, tu vois, où tu dois avoir un rapport au corps et on va dire à l'équilibre qui est assez particulier. Je sais pas, t'as eu des signes annonciateurs un petit peu de l'escrime ou... Rien à voir avec l'escrime. Après, il paraît que j'étais pas trop mauvaise pour mon âge quand j'étais petite. Je savais me déplacer quand il fallait. J'étais coordonnée. Et le contact me dérangeait pas. Ouais. Donc quand je suis allée à l'escrime, finalement, tout a été. C'était un peu dépachassé aussi finalement le taekwondo. Ouais. Donc quand je suis arrivée à l'escrime, j'étais pas totalement perdue, même si j'en ai fait que 1 an. Et quand j'ai commencé l'escrime l'année d'après, il y avait pas eu. C'est arrivé assez vite aussi. Ouais, c'est ça. T'es quand même de profil. Tu fais des pas chassés. T'as un rapport à la distance avec l'adversaire qui est aussi ça. Hyper important. Des réflexes aussi, j'imagine. Des réflexes, qui se travaillent aussi et que du coup, j'ai retrouvé à l'escrime. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu te retrouves dans une salle d'escrime? C'est le hasard complet? C'est quelqu'un C'est un peu le hasard. En fait, c'est une copine. Quand on était petite, à l'école, on était 3 filles qui étaient toujours les meilleures amies. Et il y en a une qui faisait de l'escrime qui nous a dit venez essayer. Du coup, on a débarqué à 3 à l'entraînement quand j'étais en CE1. Et du coup, là, pour le coup, ambiance du club complètement différente. On arrive, on fait un jeu pour s'échauffer. Okay. Avant de commencer l'échauffement avec le coach. Et du coup, j'ai déjà adoré ça. Après, la tenue, je suis un peu tombée amoureuse de la tenue. J'ai l'impression d'être un peu déguisée. Okay. Et puis, le côté un peu de mettre un masque. Quand on est derrière un masque, on peut être, entre guillemets, qui on veut. Ou la petite fille timide que j'étais, elle partait, je pense, un peu avec le masque. Ok, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Le fait que, finalement, tu peux laisser un peu ton visage transparaître des émotions sans que l'autre le voit. On ne voit pas, du coup, c'est cool. Ouais, vous voyez pas du tout. Enfin, on peut se voir quand il y a de la lumière qui arrive sur le masque, on voit le visage de la personne, mais quand on est petit, on se rend pas trop compte, quoi. On voit, enfin, il y a une grille, quoi. Et maintenant, t'essayes je sais pas, en compète de regarder dans le masque de l'autre ou peut-être, je sais pas, est-ce que t'essayes de regarder d'autres signes parce que tu vois, le visage, c'est quand même ce qui laisse transparaître le plus d'émotions. Ouais. Donc c'est là, si t'as un masque, tu vois pas trop les émotions de ton adversaire. Pour ça, on vous voit les enlever en poussant des cris de guerre, ou des cris de déception d'ailleurs des fois. Mais
vous observez des choses dans le comportement, du coup, vu que vous pouvez plus voir le visage des autres? On peut le voir. On peut le voir. Il y a des moments où on est trop concentré sur nous pour pouvoir voir l'adversaire. C'est sûrement une erreur, même parfois. Mais je me souviens qu'aux Jeux Olympiques, en 2016, en demi-finale, je suis sur la numéro 1 mondiale. Ouais. Et j'ai vu son visage douter. Et moi-même, je me suis dit, mais comment ça se fait? Je l'ai jamais vu comme ça. Et j'ai réussi à voir son visage à ce moment-là et à voir qu'elle avait un peu peur, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, tu reprends un peu ça te donne du poil de la bête, quoi. Ça m'a étonné sur le moment. Parce que normalement, ça devait être l'effet inverse. Ok. Et tu disais que t'étais une petite fille timide. Et c'est marrant, c'est pas du tout l'image que j'avais de toi, et même au premier contact. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que t'étais timide? Parce que tu vas jouer au foot avec les garçons, tu fais du taekwondo. Il y avait plein de petits signes qui m'auraient fait croire complètement l'inverse. Donc... Non, au premier abord, j'étais timide. Ouais. Je pense que j'avais pas une énorme confiance en moi. Mais après, dès que je me sentais bien avec une personne, la petite fille qui saute de partout, qui rigole fort et qui parle fort, parce que je parlais tout le temps très fort quand j'étais petite, d'ailleurs, il paraît. Okay. Je parle trop fort. Elle arrivait vite. Mais au premier abord, j'étais quand même une fille timide. Donc finalement, arriver sur une compétition et voir plein de personnes, ou arriver à l'entraînement et voir plein de personnes que je connais pas, au début, ça fait un peu peur. Une fois que je rencontre la personne, ça met pas beaucoup de temps, mais le premier abord, je suis un peu timide. Je suis réservée, quoi. Okay, ouais. Je sais pas si c'est timide, mais plutôt réservée. Mais c'est souvent le cas avec les faux timides ou les timides un peu extravertis. Effectivement, le premier abord est un peu, tu mets un petit peu de temps avant d'être à l'aise, et puis après ça vient plus naturellement. Ouais, et c'est ceux qui se lâchent le plus des fois. Ouais, une fois que je suis partie, on peut plus me lâcher. Bon, écoute, pourquoi pas, on peut lâcher les chevaux, lâcher tout, hein, si tu veux, mais c'est super intéressant. Du coup, cette approche du masque et cette approche du déguisement aussi. C'était je sais pas, une passion, déguisement, ou je sais pas, moi j'ai fait pas mal de judo parce que mon père était judoka, et moi c'était tout l'inverse, quoi. Ça me saoulait de me déshabiller au vestiaire, de mettre le kimono, de mettre la ceinture, ce petit cérémonial et tout. Ça me plaisait pas trop. Toi, qu'est-ce que tu trouvais de plaisant justement dans cette idée de mettre un déguisement? Je sais pas, déjà c'était tout blanc. Ouais. Je trouvais ça joli, on s'habillait jamais, rarement tout en blanc. Puis après, il y avait le déguisement de la tenue, où vraiment on change tout, on passe vraiment j'arrive dans une phase où où c'est un nouveau monde, quoi. Ouais. Le côté nouveau monde, nouveau déguisement. Puis après, quand on a l'arme dans les mains, je trouvais ça assez cool, quoi. Il y a un côté très élégant et très noble, je trouve. Ouais, tout le monde nous dit ça. Ouais. Tout le monde nous dit l'escrime, c'est quand même assez noble. Le côté blanc aussi qui le rappelle. Et ce qui est bien avec l'escrime, c'est que c'est un sport de combat, mais ça peut être beau aussi à regarder. Ouais. Non, et puis je trouve qu'il y a un côté très artistique, tu vois, quand on vous voit vous mettre en garde et que ça commence, et tu vois, on voit les positions de la main, les positions du corps, et c'est presque de la danse, quoi, finalement. Donc on fait des cours de danse des fois. Nous, on a depuis combien de temps? Depuis peut-être 6 ans, on a une prof de danse qui vient nous faire travailler, pas forcément que de la danse, mais le travail au corps humain, pour savoir comment se comporter, tout ça, et ok. Enfin, se connaître, quoi. Et tu trouves des choses intéressantes? Toi, tu sens que ça te fait progresser? Ouais, parce qu'on apprend à connaître nos corps. Par exemple, moi, à chaque fois que je le raconte, avec moi, je sens des choses forcément, mais avec une coéquipière, avant, quand on s'entraînait, quand on était en compétition, elle tombait tout le temps. Elle tombait souvent sur la piste. Ok. Et au bout d'1 an ou 2 de danse, en fait, on a arrêté de la voir tomber. Parce qu'elle avait appris ou quand elle tombe, finalement, elle savait comment tomber. Du coup, elle savait comment récupérer son corps, et c'est ça qui nous a fait vraiment remarquer que c'était intéressant et qu'on apprenait vraiment à gérer notre corps dans l'espace. Ouais. Ok, ouais. C'est marrant parce que, tu vois, pour moi, ça m'aurait semblé complètement naturel pour une escrimeuse d'avoir un très bon rapport au corps et non, des fois on se tape les pieds, des trucs bizarres, et puis sous le stress ou sous la vitesse, des fois on se fait embarquer, donc on gère plus rien, quoi. Ouais, mais je peux comprendre, c'est clair. Mais c'est vrai, écoute, c'est un bon tips, tu vois. Moi, je sais que j'ai un très mauvais équilibre et que j'ai beaucoup d'efforts à faire sur la coordination. Moi, les sports sur lesquels je m'éclate en ce moment, tu vois, c'est le triathlon, donc c'est courir, nager. Ouais, c'est carré. Faire du vélo, exactement, c'est carré, c'est répété, et il y a pas un pas de travers, quoi, tu vois. Et pareil, un peu, je m'éclate aussi beaucoup dans le CrossFit en ce moment, et c'est pareil, tu vois, c'est un mouvement, carré, tu le répètes, et il y a pas trop de liberté corporelle, quoi, par rapport à un mouvement. Au contraire, c'est plus tu
plus tu fais le mouvement avec précision, plus c'est parfait, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Oui, alors que nous, des fois, en position d'escrime, on se retrouve dans des positions, des fois, on voit des photos, on se dit, mais à quel moment j'ai pu me retrouver comme ça, quoi. Et à quel moment je tire debout. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la danse, ouais. Ouais, des fois, on vous voit, vous êtes pointe de pied face à face, à essayer de mettre la main par derrière et tout. C'est un peu étrange. Ouais, ok. Mais c'est vachement beau. En tout cas, c'est effectivement à voir. Et moi, il y avait des questions que je me posais parce que du coup, tu fais du sabre. Alors, j'aimerais bien parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont forcément des amoureux du sport, mais qui connaissent pas tous les sports sur le bout des doigts. Donc, j'aimerais bien peut-être te l'entendre dire. Mais moi, c'est la question que j'avais, c'était à quel âge on vous fait un petit peu choisir dans le parcours entre justement l'épée, le sabre et le fleuret, et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que tu trouves ton arme? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient d'un entraîneur qui te dit ah tiens t'as plutôt cette appétence là? Comment ça se passe un petit peu tout ça, et est-ce que tu peux refaire le petit distinguo entre les trois pour les auditeurs qui connaissent pas? Déjà, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a des clubs où les gros clubs peuvent présenter plusieurs armes. Donc ça, c'est l'idéal. Donc on commence avec le fleuret, parce que c'était l'arme déjà de base à l'époque qu'on apprenait pour faire du duel. Après, l'arme de duel, c'était normalement l'épée, et nous, le sabre, c'est l'arme des chevaliers. Ouais. Des cavaliers. Des cavaliers. Des cavaliers. Ok. Donc dans les gros clubs, on commence par le fleuret en fonction de comment on sent, si on arrive à bien gérer la pointe, si on arrive à bien se déplacer. Soit l'athlète se sent mieux et se dit j'en ai marre de toucher qu'avec la pointe, du coup on lui fait essayer de ça, et là d'un coup il se dit je me sens plus libre. Soit il aime vraiment cette patience, ce piège et cette précision, et du coup soit on le laisse au fleuret, soit on l'emmène à l'épée en fonction de ce qu'il préfère, quoi. Ok. Mais moi, pour le coup, j'ai commencé au sabre, et je suis restée au sabre parce que mon club proposait que le sabre. Je crois que j'ai eu de la chance parce que je me serais pas vue faire autre chose. Je pense que j'aurais pu arrêter l'escrime si j'avais fait du fleuret ou de l'épée, parce que dans ma façon d'être, déjà je suis pas assez patiente, je pense, pour le fleuret ou l'épée, qui est une arme plus patiente, plus technique pour la touche. Vu que c'est plus difficile de toucher qu'avec la pointe, forcément on met plus de temps à aller au contact. Ouais. C'est plus des pièges pour se dire j'essaye de le mettre en échec et de toucher, alors que nous, vu que c'est plus facile de toucher, vu que c'est avec tout tranchant et c'est au-dessus de la ceinture, on se rentre dans la tête, on se rentre dedans, et on crie, quoi. C'est plus physique, hein. Il y a plus d'affrontements. C'est différent. Disons que le sabre, en termes de physique, ce serait plus un 100 mètres. Le fleuret, ce serait plus un 400 mètres, et l'épée un 800 000 mètres, quoi. D'accord. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. J'espère qu'ils vont pas m'engueuler, que j'ai pas dit de conneries, mais nous c'est du sprint, quoi. On doit aller lentement, c'est un peu la base, mais une fois que ça part, il faut être réactif, faut être capable de changer de direction très rapidement. Ouais, c'est de l'explosivité, quoi. C'est exactement, le sabre, c'est l'explos. Ok. Ouais. Voilà. Mais ouais, moi je trouve ça c'est hyper impressionnant, parce qu'on voit des fois vous êtes posé, c'est très calme, on voit que ça se jauge, et puis d'un seul coup clac, clac, et ça joue à rien. C'est ça que j'aime. Moi, c'est l'explosivité que j'aime. C'est aussi une de mes qualités physiques, donc forcément, c'est pour ça que je m'y retrouve aussi au sabre. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien que ça aille tout le temps super vite, quoi. Et quand on me dit ralentis, va doucement, je me dis Ok, je vois le genre. Et peut-être, c'est peut-être pour bien expliquer aux auditeurs, c'est quoi la différence entre l'épée et le fleuret? Alors le fleuret, c'est l'épée, enfin c'est l'arme est souple, c'est ça? Elle se tord un peu. Le fleuret, l'arme est plus légère. En fait, le fleuret, c'est un peu le 50-50 des deux armes. D'accord. Du sabre et de l'épée. Le fleuret, l'arme est plus fine. Ouais. Elle se tord du coup beaucoup plus. On touche qu'avec la pointe, le buste, les épaules et le dos. Ouais. Et si les deux touchent, en fait, c'est une arme de convention. Donc, il y en a qu'un qui pourra avoir le point, celui qui a la priorité, comme au sabre. Ouais. Donc, c'est l'arbitre qui choisit de dire c'est toi qui as le point parce que c'est toi qui attaquais, l'autre il défendait, donc c'est lui qui a le point. Alors qu'à l'épée, c'est qu'avec la pointe comme au fleuret, mais c'est tout le corps. C'est tout le corps. Exactement. Et si les deux allument, les deux ont le point. Et du coup, c'est beaucoup. Ils se jaugent et se tendent beaucoup de pièges. Ouais. Du coup, des fois, ils peuvent avancer, s'arrêter, on sait pas pourquoi, alors que nous, ça se fait un peu moins à l'épée et au fleuret, quoi. Et à l'épée, au fleuret et au sabre, pardon, je me mélange. Ok, ouais. Et donc toi, t'as le droit d'attaquer partout avec. Au-dessus de la ceinture. Et partout au-dessus de la ceinture. Ouais. Ok. Ok, ouais. Donc t'as pas le droit de faire une touche sur la chaussure comme. Ça allumera pas et je me ferai toucher, donc ça sert à rien. Ok, je vois le genre. Et ouais, est-ce que tu vois
des différences d'appétence physique, tu vois, ou je sais pas, ou dans la morphologie, ou dans la mentalité. Il y a des différences un petit peu entre les trois disciplines, ou est-ce que là, sur ta personnalité, on voit sent qu'il y a besoin d'explosion, un peu de combat et d'affrontement. Mais est-ce qu'il y a, tu vois, il y a d'autres traits de caractère ou d'autres, je sais pas, traits physiques qui se retrouvent plus sur le sabre que sur les autres? Alors, souvent, ce qui est beau avec l'escrime, déjà, c'est que on peut trouver en escrime tous les types de gabarits possibles, inimaginables. Et c'est pas parce qu'on est très très grand ou très très petit qu'on peut pas gagner. Donc ça, c'est déjà beau. Tout le monde peut faire de l'escrime. Donc ça, c'est déjà bien. Après, dans le sabre, il y a beaucoup d'explosivité, la capacité de changer de direction au niveau des pieds et un peu de coordination quand même. Et les réflexes, beaucoup de réflexes. Mais ça, c'est dans les trois armes finalement. Donc explosivité, vitesse et après je pense la mentalité et pas avoir peur de prendre des coups. Ouais. Parce que en arme, on se fait frapper quand même. On se fait littéralement frapper. Enfin, ça fait pas forcément mal tout le temps, mais des fois on prend des coups et arriver à pas se dire faut que je tape plus fort parce qu'à ce moment-là, là on va faire une erreur. Ok. Voilà. Ok, donc il faut un espèce de contrôle pour pas réagir au fait que tu puisses te faire mal. Et t'es déjà tombé sur une adversaire qui, littéralement te faisait mal et qui, je sais pas, ça peut arriver. Moi, j'ai l'impression que vous avez pas mal du tout, si, on a mal, hormis quelques, hormis quelques fois, mais ça peut faire partie de la stratégie au sabre de faire mal à l'autre. Normalement, c'est interdit. Ça peut arriver, mais quand l'arbitre voit que le coup est fait pour faire mal, il doit mettre une sanction. Ok. Voilà. Après, des fois, dans le combat, forcément, il y a des coups qui partent et qui font mal. Ça, c'est le jeu. Mais après, oui, des fois, il est déjà arrivé qu'une adversaire soit énervée, qu'elle elle perd, et elle s'énerve, du coup, elle frappe fort. Ok. Du coup, en général, on le voit, on le sent. Okay. Donc là, il faut rester concentré. Il faut pas essayer forcément de taper plus fort. Il y en a qui ont déjà essayé de faire mal pour je dirais pas pour blesser forcément, mais c'est ça, pour déconcentrer parce qu'ils perdent ou parce qu'ils sont énervés, ou des fois l'arbitre peut énerver et du coup moi ça m'arrive des fois, vu que l'arbitre m'énerve ou par une décision, je peux mettre plus d'intensité, taper plus fort, mais j'ai pas du tout voulu faire mal à la personne. Mais il y a des personnes qui tapent fort tout le temps et qui font mal. Il y en a qui ont l'impression de faire mal mais qui font jamais mal. Et des fois, il y a une fille à l'entraînement qui est arrivée cette année. Quand on la regarde tirer, on dirait qu'elle fait pas du tout mal, mais chaque coup fait un peu mal. Donc c'est marrant. Il y a plein de styles. Il y a des filles qui tapent fort parce qu'elles ont plus de force. Il y a des filles qui tapent fort parce que leurs coups font mal. Et il y a des filles qui sont très légères et qui se faufilent un peu de partout. Il y a de tout. Et toi, du coup, dans toutes ces catégories-là? Un peu les deux. Il y a des moments où je frappe et il y a des moments où... Enfin, pas je frappe, j'impacte. Parce que quand je veux frapper, je n'y arrive pas. Quand j'essaye de frapper la fille, on me dit fais-lui mal. J'ai dit je sais même pas comment faire. Alors que des fois je fais mal. Des fois j'impacte, mais dans l'idée à la base j'essaie plus de me faufiler. Mais des fois j'ai des petits coups secs qui sont pas très agréables. Ou surtout quand on tape les os en général. Même si je tape pas fort, on tape au mauvais endroit quoi. Mais l'escrime ne fait pas tout le temps mal. Là j'ai l'impression que on va faire peur horrible. On va faire peur aux parents qui ont des jeunes qui font de l'escrime, mais c'est quand même ça, c'est quand même particulier au sabre, ces contacts là, parce que j'ai pas l'impression qu'avec un fleuret ou avec le fleuret, quand ils font mal en général, c'est par exemple quand ça fouette et qu'ils ont loupé. Nous on peut fouetter et du coup il y a un relais vert de lame qui frappe, mais c'est pas de chance, on tape le dos, on frappe le dos. Mais le fleuret, je pense c'est plus quand il loupe et du coup c'est la lame, c'est au lieu que ce soit la pointe qui touche, et c'est la lame qui frappe le corps. Voilà. Et l'épée, ils font mal. C'est marrant parce qu'on peut comparer nos bleus entre l'épée souvent et le sabre. Nous, nos traces, c'est des traits. Alors que l'épée, vu qu'ils touchent avec la pointe et que leur lame est très rigide et qu'ils rentrent souvent assez fort, et ils ont des bleus ronds. Donc c'est marrant de pouvoir. Quand on est petit, on compare un peu. Et non mais je vois ça, mais c'est hyper marrant. Et il y a différents styles de jeux dans le sabre. Tu vois, j'avais rencontré Hélène Ngom qui m'avait expliqué un peu les différents pays, qu'il y avait différentes écoles, et que jouer contre une Allemande ou une Italienne ou une Asiatique, ça allait avoir complètement des jeux différents. C'est exactement la même chose dans le sabre. C'est exactement pareil. On a le côté asiatique qui est très endurant, très je vais dire rebondi. En fait, ils sautillent beaucoup. Ils sont très très laxes ou très rapides en fonction des différents pays. Après, on a le côté Europe de l'Est
C'est technique au possible. Ils sont très 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 techniques. L'Ukraine, la Hongrie, la Russie, eux c'est vraiment les plus techniques. Et après quand on part du côté Amérique, eux en fait l'escrime est arrivé un peu plus tard. Du coup ils ont comme des Américains. Du coup ils ont fait un peu pareil dans tout le continent. Comment gagner le plus vite possible quoi. Comment rattraper le retard, comment on fait pour gagner. Et du coup, c'est beaucoup moins carré, c'est pas forcément le plus physique, mais c'est efficace, quoi. Et c'est chiant. C'est un peu du brouillon, comment on gagne, c'est comme ça. Donc, Et du coup, dans la Team France, c'est quoi un peu l'école du coup du sabre? C'est très technique quand même. C'est quand même très technique. On n'est pas les plus techniques parce que par rapport à l'Italie ou l'Europe de l'Est, on est moins technique. Mais moi, je trouve ce qui est beau avec la France, c'est qu'on est assez complet. On a du physique, on a de la technique et on a la stratégie. Donc on est un peu, je trouve que nous on est un peu le mix de tout. On est au centre. On a les meilleurs. On peut perdre parce qu'on est moins technique ou parce qu'on est moins bon, hein, forcément, mais on est un peu, des fois, vu qu'on veut tout faire, peut-être qu'on fait on fait un peu tout moins bien. Mais quand on est bon, on fait tout, on fait beaucoup de choses mieux, donc on peut gagner là-dessus. Ouais. Ok. Bon, mais t'as raison, on est les meilleurs. On va tout gagner de toute façon. Les meilleurs. Mais après, oui, forcément, de chaque pays augmente son niveau, donc ceux qui étaient le plus physique ils récupèrent de la technique, ceux qui étaient plus techniques ils récupèrent du physique et ainsi de suite, donc finalement on peut perdre l'avantage sur certaines choses comme ça. Tout le monde se tire vers le haut. On se tire bien vers le haut là. Plus ça va, plus le niveau augmente vraiment. Ok. Et tu vois, moi j'ai fait beaucoup de tennis, et comme je te disais, et il y a un truc qui est hyper important dans le tennis, c'est l'étude de la vidéo, l'étude de l'adversaire. Alors bon, à un moindre niveau, c'est pas toujours possible, mais tu vois, chez les pros, ils le font énormément, de se renseigner sur les jeux, et puis ils prévoient aussi des tactiques en fonction du type de joueur. Je sais pas, il y a des joueurs qui sont connus pour être des grands statisticiens, oui, peut-être, je sais plus le mot, mais des grands stratèges, pardon, grands stratèges, et pour changer complètement leur niveau, leur style de jeu en fonction de quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, que vous faites aussi de votre côté? Est-ce que toi vous faites un peu de vidéo? Est-ce que tu vas adapter ton style peut-être à certaines nations? T'as parlé des Américaines qui avaient l'air chiantes, comme tu le dis. Mais, c'est plus brouillon, mais c'est efficace. On fait beaucoup de séances vidéo, mais plus pour nous corriger nous. Donc c'est plus de la correction, sur ce type de jeu, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais plus dû faire ce type de défense par exemple, ou là c'était trop grand, c'est plus de la correction technique. On en a encore fait ce matin. Mais après quand on part sur un match, souvent par équipe, parce qu'on se parle beaucoup quand on est sur les compétitions par équipe, quand on va avant quand on sait contre qui on va tirer, si on part par exemple contre la Corée, et on se dit là on le sait, ça va être beaucoup de patience, ça va être long sur la piste, on va passer beaucoup de temps sur une touche quoi. Donc va falloir être prête à être patiente. On se le dit avant. Ou quand sur la Chine c'est à peu près pareil. Quand on part j'en sais rien, sur les Russes, on sait que sur certains styles de jeu, on va se dire sur elle, surtout on fait pas ça, et sur elle on fait ça. En fait, on a repéré, il y a des styles de jeu de pays, et après on a repéré certaines filles. Sur elle, si on fait ça, on est mort quoi. Donc ou attention, elle fait bien ça, donc tombe pas dans le piège. On se coach un peu avant. Des fois, il arrive que même sur une compétition individuelle, je sais que je vais prendre une fille, je sais que j'ai du mal, une de mes coéquipières la tire bien et je vais lui demander des conseils. Comment tu fais déjà sur elle quoi. Donc on a des séances vidéo plus pour nous corriger nous. Après des fois quand on est plusieurs à avoir du mal sur une personne, on dit au coach regarde celle-là, comment on fait, parce qu'il y en a aucune de nous qui arrive. Donc on peut avoir des séances vidéo à dire elle fait plus ça, elle fait plus ça. Là on est en train de voir pour les jeux à se dire est-ce qu'on peut pas avoir des fiches techniques sur chaque adversaire pour savoir pas forcément toutes les actions qu'elles font, mais avoir certaines infos. Par exemple, sur une attaque sur la préparation, où est-ce qu'elle va, et avoir des cibles à contrer, quoi. Des points forts et peut-être des points faibles aussi pour pouvoir regarder tout ça. Et pour pouvoir les utiliser, Mais c'est trop bien, c'est une bonne initiative. Vous avez besoin d'un coup de main? Moi, j'adore faire ce genre de choses. Tu vas faire des petites stratégies, étudier et tout. Bon, après, je sais pas, je suis un amateur complet, donc ça serait peut-être pas très utile, mais hyper intéressant en tout cas comme stratégie Puis je vois on retrouve un peu le côté un peu d'entraide et d'équipe quoi que tu peux. C'est ça. Après, ce qui est dur, c'est qu'en fonction de chaque personne et maintenant chaque pays, en fait, plus ça va, vu que tout le monde se développe beaucoup. Finalement, ce côté où chaque pays a son identité, on retrouve dans des équipes des personnes qui ont un jeu complètement différent.
Ouais. Et du coup, on s'est dit, mais merde, ça sort d'où ça? Finalement, on a ça chez nous aussi. Et dans les pays qui se développent le plus ou qui sont très diversifiés, on retrouve ça. On peut avoir des styles complètement ou des physiques complètement différents. Et là-dessus, on peut pas dire, bon, bah, ce pays, on fait ça, quoi. C'est vraiment, sur celle-là, on fait ça, et sur celle-là, il faut essayer de faire ça, quoi. Ouais, t'es obligé de prendre en un par un. Ouais. Ok. Sur la Corée, souvent, les trois font à peu près la même chose. Elles ont forcément leur petite touche personnelle, mais le style de jeu est pareil. Sur les côtés asiatiques, finalement, vu que leur pays est moins, il y a moins de gens qui mixent tout ça, on voit que bah souvent c'est les mêmes types de physique. Ouais. Mais les Américains, et les pays en Europe, souvent ça bouge pas mal, donc on se dit bon, fais attention parce que lui c'est plus ça, lui l'autre c'est plus comme ça. Ouais. Mais j'ai un super souvenir avec Enzo Lefort qui m'avait expliqué justement là pour leur titre en équipe qu'ils avaient ciblé un Italien qui pouvait dégoupiller rapidement et du coup voilà leur but du combat c'était de faire dégoupiller ce mec là. C'est énorme ça. Et le mec explose quoi complètement quand on regarde la vidéo. Il est super en confiance au début et puis petit à petit il en peut plus quoi. Ouais, il sort complètement. On est contre lui quoi. mais du coup c'est hyper stratégique, c'est hyper intéressant je trouve d'avoir vraiment cette approche parce qu'en plus vous c'est particulier parce que face à une équipe vous allez tirer à peu près contre tout le monde. Enfin non, vous savez contre qui on tire contre les trois. Les trois tirent contre les trois. Ouais, donc les trois tirent contre les trois et après on compte les points, c'est ça? Ouais, c'est un match en 45 et c'est des relais de 5 touches. Ouais, ah oui voilà, c'est ça, c'est des relais de 5 touches. Et t'arrives forcément au bout à la fin. Ouais, au sable, oui. Parce qu'il n'y a pas de temps comme au fleuret à l'épée. Vu que c'est un sport qui est très rapide, okay. Et on va jusqu'aux 45 touches. Tous les relais finissent à 5, alors qu'au fleuret à l'épée, s'ils mettent plus de 3 minutes à faire le match, au bout de 3 minutes, le temps s'arrête et même s'il y a un partout, on doit arrêter là. Et par contre, vu que c'est au deuxième relais, si les deux personnes d'après vont vite, ils peuvent aller jusqu'à 10. Ils sont pas obligés de mettre que 5 touches maximum. Ils peuvent aller jusqu'à 10. Ah, c'est le dernier relais qui complète, c'est ça? Ouais, c'est le relais d'après qui complète. Et au fur et à mesure, on va jusqu'à 45. D'accord, ok. Mais alors, du coup, si tu fais... Attends, j'ai un petit trou de mathématiques. Tu fais 5 points. Vous êtes 3 par équipe, donc il y a 6 affrontements différents. Comment ça peut arriver à 45? Non, il y en a 9. Les 3 rencontrent les 3. Les 3 rencontrent les 3, mais t'as pas un -1 dans la formule mathématique? Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. Non, mais du coup, il y a 9... Il y a 9 relais. Il y a 9 relais. Et du coup, t'arrives forcément à 45 à la fin. Ok. Même si t'as 5... Mais du coup, alors, si t'as 5-2, 5-2... Si tu fais 5-2 dans un sens, 5-2 dans l'autre... Ah non, c'est pas comme ça. Par exemple, si je mène 5-2, et que Cécilia, elle prend le relais à 5-2, l'autre elle peut aller à 10 et Cécilia peut rester à 5. Voilà, ok, c'est ça. On va à chaque fois jusqu'à 10, à 15, à 20, à 25, jusqu'à 45. Ouais, donc c'est hyper stratégique. Et c'est ça qui est beau, c'est que il peut y avoir 40-35, on se dit bon, il n'y a plus que 5 touches à mettre, mais finalement si l'autre met les 10 touches et que la française en met que 4, c'est perdu quoi. Ouais. Et du coup on arrive à des moments des 44 partout, avec des remontées de dingue. D'ailleurs pour ça on a le pro Erwan Lepéchou qui est dans l'équipe d'Enzo. Lui c'était l'homme c'est l'homme qui fait les remontées. Et on a des fois des matchs spectaculaires. C'est ça qui est beau avec les matchs par équipe. Ouais, bah moi c'est ce qui me plaît beaucoup quoi. J'adore regarder quand ça passe à la télé parce que tu sens qu'il y a faut arriver un peu à la fin, à la moitié fin, comme ça on voit la tension. Parce que le début c'est un peu étrange, mais on se dit bon c'est bon, il y a 5-0, c'est fini. En fait pas du tout. Non mais en plus mais c'est là que aussi toute l'ambiance de l'équipe se met un peu, tu vois. Il y a des équipes qui se révèlent quand elles commencent à perdre, d'autres qui s'écrasent complètement et c'est on voit un peu de tout. Ouais, donc trop cool. Je voulais repartir un petit peu en arrière, tu vois, sur ta carrière parce que comme je te le disais, j'ai eu l'impression que tu as été repéré hyper jeune, que tu as eu une ascension, on va dire très rapide, tu vois, pour alors je sais pas si ça se fait naturellement dans l'escrime de manière générale, mais j'ai eu l'impression que t'as eu plein de titres juniors assez tôt. T'es arrivé à l'INSEP à 17 ans. Comment est-ce qu'on se sent quand on arrive à l'INSEP à 17 ans? Enfin, moi, j'étais complètement immature à 17 ans, quoi. J'aurais jamais, je pense, tout le monde me serait moqué de moi, quoi. Je savais même pas faire mon lit. Enfin, si, j'abuse un peu, mais. On a des femmes de ménage à l'INSEP. Ok, vous êtes vraiment gâtés, quoi. En fait, avant d'arriver à l'INSEP, déjà, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 15 ans pour la seconde, et je suis partie en pôle Esport à Orléans. Moi, je viens de Lyon. Donc, ça a une structure déjà. Déjà une structure où on est au lycée, des horaires un peu aménagés, et on dort à l'internat.
Ok. Avec des horaires vraiment très carrés. On peut pas rentrer à l'internat dans la journée. C'est vraiment une fois qu'on est sorti. Le matin, on doit être sorti à 8h et le soir, on doit être de retour à 18h. Donc, tout est bien carré. Du coup, le plus dur, c'était plus de rentrer à Orléans. Parce que là, du coup, j'avais 15 ans. Partir loin de chez mes parents, je suis fille unique. Donc, c'était pas évident. Pour mes parents non plus. De laisser partir leur petite fille. Faire 4 heures de train tous les dimanches et vendredis, c'était pas évident. Mais du coup, pendant 2 ans, en fait, je suis partie là-bas. J'ai fait un petit test avec mes parents. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas là-bas? Quels sont les pour et les contre? Et ils essayaient de me donner tous les comptes possibles pour être sûr que j'étais vraiment motivée et que je voulais vraiment partir là-bas, à Orléans. Ils t'ont dit quoi d'ailleurs comme compte pour essayer de te retenir? 4 heures de train, c'est long. Ça va te fatiguer. Ouais, je m'en fiche. Tu vas être loin de tes parents. Peut-être que tu vas pas aller voir tout le week-end. Ouais, c'est pas grave. Je serais peut-être triste des fois, mais ça ira. Je sais plus eux ils sauraient me dire, je sais plus, on en a déjà reparlé mais je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit, mais ouais, d'être loin de ma famille parce que je suis très famille, donc forcément être loin de mes parents ça va être dur. Peut-être que ça allait mal se passer, peut-être que j'allais perdre, peut-être que les cours allaient pas être au top. Donc Orléans c'était plus un premier test de savoir est-ce que déjà j'ai le niveau pour être forte, parce que je suis rentrée en seconde mais c'était l'âge finalement pour rentrer à Orléans. Est-ce que j'arrive à lier les deux, le sport et les études? Parce que ça, c'était forcément très important pour mes parents. Ça l'est toujours d'ailleurs, même si maintenant le sport a pris un peu plus de place. Mais à l'époque, c'était d'abord les études et après le sport. Et après, oui, arriver à vivre et à voir si j'étais épanouie dans l'escrime, quoi. Ouais. Donc voilà, pendant 2 ans, c'était plutôt ça. Forcément, ça m'a plu. Quand je rentrais le week-end, c'était plus les moments où je me fais un peu engueuler par mes parents pour me dire pour les moments d'éducation, quoi. On est content de me voir, mais tous les vendredis soirs, c'était ça va pas. Le samedi, ça se passe bien. Le dimanche, on est un peu à cran parce que je repars, quoi. Ouais. Donc, c'était un peu étrange. Et du coup, quand on m'a proposé d'aller à l'INSEP, du coup, j'étais cadette. Ouais. En fait, à l'époque, le groupe de seniors chez les filles avait beaucoup de blessés, était pas complet. Les niveaux, les résultats étaient pas exceptionnels. En 2 minutes, les filles avaient un très très bon niveau. Mais cette génération-là, il y en avait beaucoup qui commençaient à partir ou à arrêter leur carrière. Et du coup, il y a eu un espèce de creux où il y avait des filles qui étaient bonnes mais qui perçaient pas forcément et d'autres qui étaient un peu en train de se dire est-ce que je vais pas arrêter. Du coup, il y avait un espèce d'entre-deux et ça manquait un peu de résultats. Et du coup, l'année où je suis rentrée, en fait, on est 4 à être rentrés. 4 juniors. Donc, on était 2 de mon âge. Et une fille d'1 an de plus que moi et une autre de 2 ans de plus que moi. Et du coup, du coup, moi, cette année-là, j'étais cadette, j'étais en équipe cadette junior. Ouais. Et ils nous avaient amené carrément sur des Coupes du Monde seniors, et ce qui n'arrive normalement jamais, quoi. Ah ouais, carrément. Okay. En fait, normalement, il y avait la Coupe du Monde d'Orléans, où là, on a le droit de prendre normalement, une Coupe du Monde, c'est 12 filles. Okay. Et là, on avait le droit de prendre, vu que c'est en France, on a le droit de prendre à peu près 20-25 filles. Du coup, j'avais découvert un peu le monde. Okay. Uniquement sur du sabre ou c'est toutes les armes complètes? Non, que du sabre. Okay. Et du coup, j'avais découvert la Coupe du Monde d'Orléans. J'avais gagné le jour des qualifs et du coup, j'étais arrivée dans le tableau principal. Et ce qui était, pour une cadette, qui était plutôt bien. Ouais. Du coup, l'entraîneur s'est dit, je vais l'envoyer sur une autre compétition. Et finalement, sur une autre compétition, je fais dans les 16 meilleures mondiales. Et je repasse les qualifs, je gagne le premier tour, une fille qui est dans le top 16 mondial. D'ailleurs, je l'ai mise à la retraite, c'est italienne, c'est assez marrant. Comment ça, tu peux raconter? En fait, c'était à Moscou, première compétition, du coup, je pars avec toute l'équipe senior. On était du coup 2 filles je crois qu'on était 2 filles des nouvelles qui étaient rentrées. Okay. On n'était pas encore rentrés, c'était l'année avant que j'entre à l'INSEP. Du coup, on était deux cadettes, parce que la fille avec moi était d'un bon niveau. On part. Moscou, décalage horaire, limite on se lève à 4h du matin pour faire une compétition avec le décalage horaire, c'était très étrange. Et arrivé à la compétition, premier jour des qualifs, tout se passe bien, je passe. Du coup, super, quoi. Parce qu'à l'époque, quand on est jeune, même encore aujourd'hui, le premier jour des qualifs, c'est l'enfer, quoi. Tu fais une compétition internationale, t'as 16 ans, c'est incroyable, ouais. Voilà, donc c'était un peu impressionnant. Et le lendemain, vu que finalement j'avais gagné, j'étais passée, mais j'avais pas fait des très bons résultats en poule, et du coup, je suis un peu au bas du classement et je prends du coup une des meilleures mondiales, qui est dans le top 16, et qui est italienne, et qui allait bientôt arrêter sa carrière, et finalement, je la prends, et je la bats. Et elle est plus revenue sur les compétitions après, donc j'ai été son dernier match international. Wow, donc c'est assez marrant. Sur le moment, j'ai pas vraiment fait attention, mais donc c'était assez marrant. Et après, j'ai pris une Française qui avait battu une autre Française, et je l'ai battue. Parce que moi, finalement, j'avais pas la pression, et au final, je me retrouve encore sur une fille, du coup, du top 16, et là, cette fois, je perds, et j'avais fait un des meilleurs résultats de la journée, quoi. Du coup, il voulait me renvoyer sur une autre compétition à la fin d'année. Mon père avait dit non.
Du coup, mon entraîneur disait, mais c'est pas possible, on peut pas refuser une sélection. Mon père avait dit, bah, il y a le bac de français. C'est une petite, elle a déjà fait la saison cadette, elle a déjà fait la saison junior. Ouais. Elle est fatiguée. Donc, déjà, à l'époque, de faire cadet junior, c'était assez impressionnant. Donc, aller aussi en senior, c'était un peu de trop. Okay. Et du coup, au final, à la fin de l'année, j'étais remplaçante pour les championnats. Première remplaçante pour être en championnat d'Europe et du monde, pour te dire à quel point à l'époque ça manquait, il manquait des filles, quoi. Il manquait c'est pas forcément du niveau, mais je crois que quand on est arrivé, il y avait que 6 filles à l'INSEP. Parce qu'il y avait des blessés, parce qu'il y avait des filles qui partaient, enfin c'était un peu il y avait un petit creux. Du coup, on est rentré à 4, et ce qui fait que j'ai pas été trop j'ai pas eu trop peur, quoi. J'étais heureuse d'arriver dans le nouveau. En fait, quand on arrive au pôle jeune à Orléans, le but c'est d'arriver à l'INSEP, quoi. Ouais. C'est l'étape, quoi. C'est de se dire, je veux faire mon sport, je veux devenir professionnel, je veux devenir forte, donc je veux aller à l'INSEP. Donc finalement, c'était la première étape, c'est fait. Maintenant, il faut devenir vraiment forte. et c'est un peu la guéguerre, non, pour passer, ou parce que mine de rien, t'es un peu en compétition quand même avec les filles du pôle. Il y a une bonne ambiance quand même malgré cette compétition-là. Vu qu'on est jeune, on fait pas vraiment peur. Vu qu'on est jeune, ils se disent en fait ça arrive. En fait, pendant des années, on voit souvent des jeunes arriver, essayer. Des fois ça repart, des fois ça reste, mais c'est pas parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui testent des coupes du monde qu'elles vont forcément être fortes, quoi. Donc moi, on se dit elle arrive, elle est mignonne, mais il y en a beaucoup des jeunes qui sont fortes en jeunes et qui gagnent pas, quoi. Mais finalement, sur l'année, j'ai fait mon chemin. Au final, sur l'année qui est arrivée, j'étais junior première année. Et avec les 4 filles avec qui j'étais rentrée, on était toutes les 4 juniors, et je suis la seule à avoir réussi à me qualifier en junior pour les championnats. Du coup, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de résultats, mais par équipe. J'ai eu du mal à percer en individuel. J'étais toujours favorite. Je faisais toujours partie souvent des meilleures françaises. Et j'avais fait des résultats toute l'année, mais j'y arrivais pas à gagner. Donc, frustrant. Et j'ai eu, au final, mes 2 dernières années juniors, j'ai été 2 fois vice-championne du monde de suite, en perdant contre une coéquipière, une française, qui était plus jeune que moi, pour le coup. Du coup, 2 fois en finale, et j'ai été championne d'Europe, voilà, en junior. Et du coup, déjà ces années-là, dès que je suis rentrée à l'INSEP, je suis rentrée en équipe de France senior. Du coup, je suis allée chercher une petite place, et depuis, j'en suis pas ressortie. On a chopé plutôt pas mal de médailles. Ouais, carrément. Mais c'est marrant parce que quand tu racontes ça, on a l'impression que c'est fluide, c'est normal. Non, c'était pas fluide. Tu vois, alors que c'est un parcours. Tu vois, c'est un petit peu hors norme. Tiens, on fait une petite coupe du monde. J'arrive en finale. Mais non, et tu réalises tout ça, tu vois, à cet âge-là, où c'est quoi, c'est l'amour du jeu, puis tu réalises pas trop, tu vois. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, dans les athlètes de haut niveau, il y a un peu de 2 types de personnalités. Il y a ceux qui comprennent tout de suite que c'est la compétition, que c'est important, et qui depuis longtemps ont ce rêve-là. Et puis t'as ceux qui sont peut-être un petit peu plus passionnés, tu vois, qui ont ce côté de l'enfant un peu naïf, tu vois, qui prend tellement de plaisir que il continue, on lui donne une nouvelle compète, il y va, et puis la passion crée ça, tu vois. Tu te verrais plutôt dans... J'ai un peu les deux. D'abord, c'était beaucoup de la passion, mais en même temps, il y a le côté duel où j'aime pas perdre, quoi. Donc j'adore l'escrime, et depuis que je suis toute petite, la combinaison, le déguisement, je l'aime toujours autant. Et j'adore m'entraîner. Et ça, franchement, je sais que c'est une chance, parce que quand j'entends des sportifs dire moi, j'aime pas m'entraîner, j'aime pas mon sport, je me dis, mais qu'est-ce que c'est triste. On passe tellement d'heures à la salle. Tous les matins, on se lève, on va dans la salle, on va s'entraîner, on va travailler. Forcément, il y a des entraînements qu'on aime moins que d'autres. Mais si j'aimais pas l'escrime, je pense que j'aurais pas pu être sportif de haut niveau, quoi. Même si j'aime la compétition, même si, je peux pas, surtout sur cette année de Covid, quoi. C'est une Covid où on s'entraîne sans compétition, sans but. Moi, j'ai les jeux, mais pendant 1 an, on ne sait pas si on peut faire des compétitions. C'est super dur, et moi, je sais qu'heureusement que je prends du plaisir à l'entraînement, parce que c'est ma passion. Donc j'ai ce côté-là très naïf à me dire super, je vais faire de l'escrime, super, je vais chez les grands. C'est toujours une mission de plus, quoi. Oh, génial, je vais découvrir un nouveau truc, je vais pouvoir faire de l'escrime. Oh là là, je vais voir des champions, c'est génial. Mais et à côté, quand j'étais sur la piste, même si c'était dur, j'avais pas envie de perdre, quoi. Donc ok, on m'a donné la mission, je vais kiffer mon moment, mais je vais aussi essayer de défoncer l'autre, quoi. Mais non, mais c'est trop marrant, parce que plus on parle, plus je vois la battante, quoi. Mais donc c'est trop sympa. Mais et tu vois, la question un petit peu sous-jacente que j'avais derrière ça, c'était aussi est-ce que ça met pas un peu la pression, tu vois, d'arriver hyper jeune sur la scène internationale, de tout de suite, tu vois,
Bon, c'est trop bien parce qu'on te donne ta chance et aujourd'hui tu vois t'es dans une équipe et tu fais partie des taulières et de je pense de celles qui insufflent à fond l'esprit de la gang, tu vois, et il en faut dans une équipe des gens qui ont l'esprit de la gang, mais tu vois, en tant que avec le recul, tu vois, est-ce que toi t'as eu un peu de pression ou de comment est-ce que tu le vivais à l'époque, quoi? Bah, c'est plus facile finalement, moi je trouve, parce que bah quand t'es jeune et que tu rates, on te dit ouais c'est pas grave, t'es jeune. Et c'est ce que je suis en train de perdre, en fait. Là, je suis en train de me dire, ah, ça y est, je suis plus jeune. C'est fini, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me dit, finalement, maintenant, j'ai envie de rester jeune pour me dire, ouais, mais si je rate, c'est pas grave, j'ai encore du temps. Mais non, finalement, le temps, c'est cool. Donc, il y a eu le côté. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai jamais vu ça comme ça, ouais. Non, j'ai toujours été la petite, la jeune qui vient, qui essaie. Donc, si je rate, on me dit, ouais, c'est trop fort, t'es trop forte. Ouais, j'ai tout gagné. Si je perds, ouais, t'inquiète, c'est pas grave, tu dois apprendre. Et comme au jeu à Rio, je suis arrivée, on m'a dit la pépite qui arrive 4e, on l'avait pas vu venir, elle a 20 ans. Et moi-même, je m'étais, enfin, je génère les gens quand je dis ça, mais moi-même, je m'étais pas vu venir. On m'avait toujours dit, tu peux être forte, t'es forte, il y a des trucs à faire. Et c'est pour ça que t'es en équipe depuis quelques années. Mais je m'étais jamais vu gagner des gros matchs. J'en avais fait quelques-uns dans l'année, mais de là à faire demi-finale aux Olympiques, je l'espérais au fond de moi, forcément, mais je n'y croyais pas forcément. Tu perds à 1 point. Ouais, voilà, donc un point après, j'étais sur la finale, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, c'était ce côté-là, il y a l'innocence. J'arrive, bah super, c'est pas moi qu'on attend, c'est mes coéquipières qu'on attend, c'est elles qui doivent faire le taf. Donc forcément, le côté individuel, moi, c'est que du kiff. Je suis stressée, forcément. Plus les années passent, plus je sais que je fais des bons résultats, plus je sais que je dois parfait, donc mon stress augmente petit à petit, mais je suis encore jeune. Quand je suis par équipe, c'est différent. Quand je suis par équipe, je me souviens la première année où j'étais en équipe, du coup, au championnat d'Europe. Moi, au championnat d'Europe, je fais quart de finale alors que je suis toute jeune. Tout le monde me dit, c'est génial. Et moi, je me dis, ouais, c'est génial. C'était cool. J'ai passé une bonne journée. Je suis arrivée quart de finale. Je pensais pas pouvoir faire ça, mais c'est cool. Ouais. Et par équipe, on a fait 2e. J'ai pas tiré de la journée. Et on m'a félicité à la fin de la journée parce qu'on m'a dit, ouais, t'as été super parce que tous les échauffements, de chaque match, de toute la journée, t'as été à fond et t'as bousculé les autres filles. Je me suis dit, c'est normal, je suis la petite et normalement, je dois pas tirer, mais si je me donne pas à fond pour les motiver, ou pour pouvoir les dépasser, je gagnerai jamais. Ouais. Donc, j'avais pas la pression, forcément, quand je rentre sur la piste, j'ai la pression de me dire, faut pas que je rate parce que je suis la petite et j'ai pas forcément le niveau, donc je dois faire au moins aussi bien que les autres. Mais finalement, j'ai toujours voulu m'entraîner au moins aussi forte qu'elle, être aussi forte que les filles avec qui je m'entraîne et leur dire, je suis là, je suis jeune, mais vous inquiétez pas, je vais me donner à fond parce que je sais que c'est pas forcément moi que vous vous attendez, mais je vais faire tout ce que je peux, quoi. Vous inquiétez pas, je vais être là. C'est un peu ça. C'était, j'avais une pression, mais j'avais juste envie de leur dire, je vais me donner à fond pour vous, quoi. Ouais. Et c'est ça le côté d'innocence qui est top et qui a pu nous faire à des moments gagner des médailles. Je sais qu'au championnat du monde, du coup, 1 mois après la fois on est vice-championne d'Europe, mais la première année, on me fait finir alors que en Russie, les filles on perd sur elles au championnat d'Europe. Dans l'équipe, il y a 2 monstres, celle contre qui j'ai perdu aux Europes, celle contre qui j'ai perdu au monde. On me dit vas-y, fini. Moi je suis là, mais je dois même pas tirer normalement. Et au final, on gagne parce que je suis sur un jour où je vole et du coup, on arrive en demi, on fait finale ce jour-là et c'était absolument magique. Mais c'était ce côté innocent qui était là et je me suis dit, faut que je me donne à fond parce que je suis avec les filles, faut que je casse la baraque, quoi. Et finalement, des fois, j'ai envie de dire, mais retrouve ce côté innocent. Ouais. Et maintenant, j'ai le stress de me dire, là, je vais arriver au jeu. J'ai plus les yeux émerveillés des Jeux Olympiques d'il y a 5 ans. J'ai envie de me dire, oublie pas que c'est un rêve d'aller au jeu, parce que c'est ça aussi qui m'a fait faire 4e, même si là ça a l'air un peu moche, mais qui m'a fait faire passer une journée absolument extraordinaire au jeu. Mais là, j'ai plus le stress de me dire, tout le monde me dit, c'est bon, là t'auras la médaille. Ah, les gars, déjà moi je me fous un stress énorme parce que je sais que je peux l'avoir, donc c'est pas sûr, c'est le sport, quoi. Et vous êtes beaucoup accompagné en préparation mentale parce que ça a l'air très naturel. Enfin, tu l'as dit, t'aimes bien la gang, t'aimes bien le duel, t'aimes bien te surpasser pour tes coéquipières et tout. Vous êtes accompagné sur de la prépa et vous faites pas mal d'exercices, j'imagine, quand même sur. C'est arrivé il y a pas longtemps. Notre coach nous a fait rencontrer un coach de vie. Donc c'était pas vraiment préparateur mental, mais moi il m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans le groupe, à faire ma place, parce que justement la petite qui rentre et qui prend la place de d'autres filles,
ou qui est avec des grandes, bah, là, je dis ça, c'est cool, j'ai envie de me donner, mais bon, toute l'année, il y a des moments où c'est pas facile. On a envie de me dire, vas-y, c'est bon, t'es petite, reste à ta place, quoi. Ouais. En termes d'escrime, je parle, parce que bon, je n'ouvrais pas non plus trop ma bouche. Hein. Mais du coup, il a fallu me sentir bien dans ma peau, me sentir bien dans mon groupe de 12. Ça a pris du temps. Donc, j'ai eu un coach de vie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait mûrir aussi, parce que comme tu as dit, 17 ans à l'INSEP, c'est jeune. Même si on était d'autres jeunes, il y a beaucoup de pièges quand même. En l'INSEP, on se rend pas compte, mais il y a des bars pas loin, c'est Paris, c'est grand. Donc, forcément, faire des conneries, on peut. T'es avec plein de jeunes. On est avec plein de jeunes, on a envie de faire la fête, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même énormément de pièges. J'ai eu de la chance, c'est que quand je suis arrivée à l'INSEP, du coup, j'étais mineure. Donc, j'étais au bâtiment mineur. Donc forcément, j'avais des horaires fixes pour me coucher le soir. Et je devais être à l'école, donc ça aussi, c'était un peu fermé. Mais quand même, il y a quand même pas mal de pièges on peut les prendre. Il y en a beaucoup qui les prennent. J'ai aussi des parents qui, depuis... Vu que j'habitais à Fontenay-sous-Bois, j'allais souvent à Vincennes, tu sais, au drapeau. La tête à l'envers. Ouais, exactement. Ouais. Bah, mais du coup, et ça m'est déjà arrivé de voir des... On en croise des sportifs. Ouais. On peut en croiser tous les soirs et des fois, beaucoup de soirs les mêmes. Donc, il y a pas mal de risques parce qu'on a besoin de décompresser aussi à des moments, mais des fois, bien sûr. On décompresse plus qu'autre chose, quoi. Mais du coup, ouais, j'ai eu la chance parce qu'en partant à Orléans, j'étais bien cadrée. Je savais ce que c'était de partir loin de la famille. Et comme j'ai dit, tous les week-ends, je rentrais à la maison et mes parents, ils étaient là pour me dire aussi, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents toujours très présents qui étaient là pour me dire, ils ne voyaient pas forcément tout ce que je faisais, mais quand je faisais des conneries, ils le sentaient quand même en général. J'en ai fait forcément, mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui me suivaient, qui me soutenaient, qui me disaient, qui m'ont bien... j'ai pas pris trop de conneries et du coup j'ai réussi à rester dans le cadre et à devenir peut-être mature un peu trop vite des fois, mais... Ok. Et tu fais quoi avec un coach de vie ? Ça m'intéresse parce que tu vois là, moi, je suis typiquement à ce moment-là où je me dis, j'ai fait plein de trucs chouettes dans ma vie, mais j'ai besoin de progresser. Tu vois, je suis arrivé à un espèce de plateau où je me dis, j'ai atteint plein d'objectifs. Je sais, j'ai envie d'en me redéfinir des nouveaux, mais je sens que, je sais pas, il me manque, tu vois, une petite étincelle ou un petit coup de pouce. Du coup, je suis en train de regarder justement un peu ce type de personne, un coach de vie. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais avec cette personne et que je dise pas de conneries. Hein. Non, mais après, tu peux, je sais pas, dire ce que toi t'as appris ou. Ce que moi j'ai appris, c'était apprendre à qui on est en fait. Enfin, toi, du coup, maintenant, tu sais ce que t'as parcouru et en fait, un peu replacer tout ce qu'on a fait et se dire, voilà, moi, je suis cette personne-là. Est-ce que t'as envie? Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir. Je suis Manon Brunet, j'ai envie d'être championne d'escrime. Voilà, à l'époque, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais l'impression de me faire un peu écraser des fois la tête, des fois qu'on m'aimait pas ou que je prenais trop de place, mais en même temps, je faisais pas exprès, je m'entraînais fort et du coup, je prenais de la place à des moments et qui gênaient. Et du coup, comment on fait pour prendre les virages et se dire oui, c'est comme ça. Faut que de toute façon, faut que j'accepte cette chose, faut que je me fasse entendre et ça se fera par quel levier, quoi, par quel levier. Et du coup, apprendre à s'affirmer. Il m'aidait à me dire, voilà, t'es peut-être petite, mais le but c'est de devenir grande. Voilà, arrête de te dire maintenant petite parce que tu grandis. Voilà, t'es plus la petite Manon d'il y a 5 ans, 2017. Maintenant, t'as 20 ans, t'as fait les Jeux Olympiques. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de choses qui se passent dans un groupe. Il y a plein de choses. J'ai appris à m'entendre avec d'autres filles, à me faire entre guillemets pas accepter, mais voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, j'étais la petite qui venait prendre des places. Et avec les jeux, c'est comme si j'avais pris plusieurs années d'un coup. Ouais, comme si même les filles qui avaient mon âge, qui sont rentrées peut-être un peu plus tard, j'ai marqué, même des filles de mon équipe, j'ai marqué une forme de respect ou une forme de maintenant voilà, je fais partie de l'équipe et c'est sûr, même si ça arrivait quand même un peu avant. On a besoin de toi. Finalement, au fur et à mesure des résultats que j'ai pu parcourir, et de la place que je prenais dans l'entraînement qui était due par le coach de vie à me dire c'est pas grave, t'as t'entraîner, t'as le droit de faire le chemin que t'as envie de faire. Et en fait va au bout de ton chemin. Finalement apprendre à pas avoir les peurs qu'on peut créer à l'entraînement vis-à-vis d'un groupe ou quoi, de pas les reproduire sur la piste en fait. Et ça il m'aidait un peu là-dedans. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis pour si c'est clair, mais peut-être mais moi je vois en tout cas moi je vois très bien, tu vois, typiquement accepter ton parcours, accepter qui tu es, te poser la question de c'est quoi tes forces,
Et où est-ce qu'on veut aller, Est-ce qu'il y a des choses que tu peux corriger en utilisant tes forces pour y aller, et puis ce que tu n'y arrives pas, quoi. Et fine, c'est pas pour autant que t'es quelqu'un de pas bien ou mauvais. Tu peux faire des grandes choses. Voilà, apprendre de toutes les choses qu'on a faites. Et après, vivre sur le moment présent ce qu'on fait, et après on voit ce qui se passe, quoi. Ouais. Faire les choses à fond, et après on analyse. Ok. Voilà. Et t'as des petits exos, je sais pas, que tu peux partager peut-être aux auditeurs, ou des petits trucs, je sais pas, il y a des petits exos un peu concrets, ou des petites routines que n'importe qui pourrait réutiliser dans son quotidien. Maintenant, depuis 2018, je vois un préparateur mental, vraiment spécialisé dans la préparation mentale. Donc j'ai plein de... C'est pas d'ailleurs une femme qui s'appelle Anaëlle Malherbe, je crois. Non, elle fait partie, elle fait avec Enzo. Ok. L'équipe elle fait avec le Fleuret, avec 2 filles de mon équipe. Ok. Et moi, j'ai celui des épéistes, du coup, celui de Yannick Borel, et qui fait aussi quelques sabreurs et sabreuses. Ok. Et il s'appelle Stéphane Limousin. Ok. Et du coup, là, en ce moment, j'ai un exercice. C'est chaque matin, quand je me lève, je me demande ce que je veux pour moi. Voilà, par exemple, demain matin, tu te lèves et tu te dis qu'est-ce que tu as envie pour ta journée. Ok. Franchement, c'est pas facile. Ok. C'est hyper intéressant. Okay. Du coup, je lui ai dit encore hier, je dis, franchement, je sais même pas ce que je veux. Souvent, vu que je sais pas, j'essaie de me fixer un objectif sur mon entraînement. Mais c'est vraiment pas facile. Et du coup, il m'a donné des autres astuces. C'est uniquement sur la journée, ou tu peux dire ce que je veux pour moi, par exemple, c'est la médaille d'or. Ouais, mais c'est trop loin, la médaille d'or. Oui, ok, je veux la médaille d'or, mais on fait quoi du coup aujourd'hui? Je fais quoi demain? Je fais quoi, donc tu vois? c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu sur veux? Le moment, en fait, le préparateur mental, ce qu'il me dit, c'est arriver à être présent, arriver à être conscient de ce que tu es en train de vivre au moment présent. Par exemple, là, je suis avec toi, je suis en train de faire un podcast. Ouais. Et voilà, je suis à fond dans le podcast. Et je pense pas à l'entraînement que je vais avoir cet après-midi, tu vois. Ouais. Et quand je suis à l'entraînement, quand je suis en train de tirer, par exemple, un truc débile, je suis en train de faire une touche d'escrime, là, j'ai fini ma touche, et là, je vais faire la suivante. Je vais pas me dire, je vais pas rester sur le passé de ma touche, à me dire, j'ai pris cette touche, ça m'énerve, mettre en garde et là, faire la touche. Parce que là, c'est sûr, je vais rater ma touche. Ou je vais pas me dire, faut pas que je fasse ça parce que peut-être qu'elle va faire ça, ou j'imagine qu'elle va faire ça, ou peut-être que si je fais ça, je vais perdre. C'est raté. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'elle va faire. Donc, arriver à faire ce qui se passe sur le moment présent. Arriver à être focus sur ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est super dur. Et du coup, pour apprendre à faire ça, me dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je me fais comme objectif? Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai plein d'entraînements. C'est quoi la stratégie? Parce que je peux pas être à fond. Je peux être à fond, je peux me donner à fond, mais avec mes capacités d'aujourd'hui. Ouais. Le but, c'est d'arriver à se donner à fond dans tout ce que je fais, avec mes capacités que j'ai sur le moment. Mais pour ça, il faut que j'arrive à me dire, là, je suis sur le podcast, là, je suis concentrée à raconter ma life, quoi. Non, mais attends, c'est un super bon exercice parce que, effectivement, en plus, vous avez besoin d'être doublement focus, je pense, parce que ça va super vite, il y a les réflexes, il y a votre champ de vision, il est un peu limité ou il est un peu déformé. Et c'est vraiment point après point, quoi. Ça va trop vite. Ça va trop vite. 15, donc Mais tout va trop vite, finalement. Ouais, tout va trop vite. Mais du coup, se poser la question de se dire, ok, comment est-ce que je peux travailler ce focus au quotidien? C'est du travail de quotidien que je peux faire. Je suis en train de faire la cuisine, je suis concentrée sur ma cuisine, quoi. Au lieu de penser à ce que je vais faire après, quoi. Voilà. Mais moi, ça, c'est mon problème. Ouais, mais c'est super dur. Moi, je suis toujours alors, avec tu vois, les gens, c'est différent. Tu vois, quand on échange, effectivement, je pense que c'était mon objectif du jour, tu vois, de faire une super conversation. Mais quand je suis en train de bosser sur un projet, par exemple, je vais tout de suite essayer de prévoir le coup d'après, quoi. Moi, j'en ai pas parlé avec mon préparateur mental, mais je pense qu'il y a des moments, c'est intéressant de faire ça. Mais je pense qu'il y a des moments dans sa vie où il faut arriver à se dire, hier, on a fait un exercice, il m'a fait prendre ma bouteille d'eau dans la main, il m'a fait dire est-ce que tu arrives à ressentir la fraîcheur de l'eau? J'ai dit ouais. Et il m'a dit, alors imagine ce que ça va faire l'eau quand tu vas la boire. Du coup, j'ai imaginé l'eau passer en moi. Après, j'ai bu la gorgée d'eau et je l'ai imaginé passer en moi. Et il m'a dit, la gorgée que tu fais en prendre d'eau, elle s'est vraiment éparpillée dans tout ton corps. Elle t'a fait un bien fou. Alors que si t'avais bu peut-être 3 gorgées d'eau à la va-vite, ça serait directement dans ta vessie. Donc, c'est un exercice tout bête, mais on pense jamais à savourer un plat ou regarder avant et se dire, il va être bon ce plat. Du coup, à le savourer. Ou, par exemple, hier, et finalement, je me dis le matin, qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui?
voilà, prendre du plaisir sur ce que je fais, par exemple, sur toutes mes actions de la journée, parce que j'ai plein d'actions différentes. Et le soir, de me dire, bon, bah, vas-y, le check-up, est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que c'était une bonne journée? Et bah, ouais, bah, bravo, quoi. J'ai adoré ma journée, je suis fière de moi. Okay. Et arriver à se dire des trucs comme ça, bah, en fait, on se rend déjà plus heureux, quoi. Ok. Et t'as un petit journal, du coup, où tu notes un peu J'ai des petits trucs, j'essaie de le noter, je le fais pas assez. Ouais. J'arrive à me le dire le matin. Parce que ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Mais je suis pas encore à cette étape-là. Je suis encore en apprentissage, quoi. Et il m'a dit, c'est un travail qui se fait, mais qui s'apprend tout le temps. Et finalement, c'est le côté du être sur le moment présent. J'ai regardé pendant le confinement le reportage avec je sais pas du tout, Tony Parker, Michael Jordan. Michael Jordan. Ouais. Ouais, et à un moment donné, il va pour shooter, il est filmé, et le journaliste lui dit t'as pas peur de rater? Il se retourne et il dit bah pourquoi est-ce que je penserais à rater alors que je l'ai même pas encore lancé? Et quand je l'ai entendu, je me suis dit oh là là, mais lui aussi, c'est pour ça qu'il est champion, il sait déjà tout ce qu'il faut penser. Et finalement, même moi, je me dirais pourquoi je penserais à rater la touche alors que je l'ai même pas commencé, mais j'y pense forcément. Et du coup, le travail, c'est de se dire, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Et vas-y. Et après, fais-le, soit dans l'action quand il y a l'action, quoi. Ouais, mais c'est un des trucs, moi, je m'en souviendrai toujours au tennis, c'était mon entraîneur, il me disait point après point. C'est-à-dire vraiment, tu viens de perdre un point, tu viens de te faire humilier. Mais c'est pas grave. En fait, c'est bon, c'est terminé. Là, il est fini, quoi. Il est fini. Donc maintenant, c'est le nouveau point. Comment est-ce que tu fais pour le gagner, celui-là, tu vois? Et mais c'est super dur. Ouais, c'est vachement dur. La frustration qui vient. Ou même des fois, on met un super bon point et on reste dessus. Oh, c'était trop cool. Ah bah mince, j'ai pris le point d'après, du coup. Ouais, tu t'en prends deux. Tu vois, et du coup, ça sert à rien. T'en prends un, finalement, tu restes énervé. Du coup, t'en prends deux. T'en as pris trois, finalement. Du coup, bah, c'est raté. Ouais, exactement. Mais c'est fou, tu vois. Et sur Michael Jordan, c'est dingue à quel point... Bon, on le voit pas trop avec des préparateurs mentaux et on a l'impression qu'il y en a pas presque. Bah, peut-être qu'il y en a pas, mais je pense qu'il y en a qui sont innés. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais il y a des grands champions, quand on les écoute parler, on revoit les choses que nos préparateurs mentaux nous parlent, ou des fois on se dit, ah, mais ouais, il a raison, et souvent c'est des trucs complètement bêtes, comme se dire, bah, pourquoi je penserais à le rater alors que je l'ai même pas lancé? Oui, c'est débile, mais on pense tous à le rater, quoi. À se dire, faut pas que je le rate. Et c'est ce qui nous fait tout rater. Et tous les champions ont des anecdotes comme ça, et soit des fois ça vient d'eux, parce que c'est encore plus beau, se dire putain, le gars était né pour être champion, quoi. Soit bah ils l'ont appris, ils l'ont inculqué, ils l'ont travaillé, ce que j'essaie de faire moi, à se dire bah oui, c'est du travail et on se formate, quoi. Parce qu'on peut, c'est ça qu'on se rend pas compte, on peut se formater la tête. À se dire bah quand on a que des infos négatives qui rentrent, et ben on peut arriver à les stopper, à se dire bah, j'ai envie de voir de la pluie, j'ai envie de voir la pluie tomber et me dire que c'est beau, et bah je peux me le dire, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est beau avec le cerveau, c'est que même si des fois on n'est pas bien, on peut changer notre cerveau, on peut changer notre cerveau, la façon dont il réfléchit, on peut le faire devenir positif ou négatif, hein, mais c'est du travail. Ouais, c'est carrément du travail. C'est pas inné pour la majeure partie des gens. Mais ce qui est hyper cool, c'est que comme tu l'as dit, avec des exercices de PNL, avec des exercices de comportement, de respiration, de visualisation, tu peux vraiment aller au-delà de ça, quoi. C'est tout ça. Et tu peux casser des routines. Moi, je sais que j'ai souvent, ça m'arrive souvent, tu vois, des fois. Tu vois, quand je monte une boîte et qu'il y a un truc qui va pas et je vais avoir des pensées négatives et je me dis putain, peut-être que dans 2 semaines je pourrais pas payer mes employés. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Déjà, là, le compte en banque il est vide. Si dans 2 semaines il n'y a pas d'argent, c'est mort, quoi. Je mets 10 personnes dehors et ça fait mal, tu vois. Ouais. Et en fait, les trucs dans ces moments-là, moi je me dis, allez, on n'y pense plus. La situation est comme ça. Et je me répète, t'es le meilleur, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et en fait, franchement, ça a un effet. Ça change de fou. Ça a un effet, alors que je pense que, fut un temps, si tu ressasses, tout ce stress, c'est dur, quoi. Je sais que même ma mère l'a fait, ça s'est pas venu de moi, mais du coup, à ce moment-là, je travaillais un truc plus ou moins similaire. Quelqu'un lui avait dit, bah, dès que tu vois un truc qui te plaît, appuie sur un bouton. Et elle avait un petit truc, elle devait appuyer. Et du coup, bah, en fait, finalement, son cerveau s'est habitué à se dire, ah, ça j'aime bien, ah, ça c'est joli, ah, il fait beau, je suis contente. Ah, il y a une jolie fleur, ah, je l'aime bien. Et finalement, elle s'est formatée. Et là, il y a des jours où elle peut voir que des trucs tout le temps trop beaux, magnifiques. Et on lui dit, et quand elle dit ça à mon père, elle me dit, ah, n'importe quoi. Et finalement, faut prendre conscience que le cerveau, on peut le formater, quoi. On peut lui faire ce qu'on veut. Moi, j'ai un copain, il disait beaucoup d'insultes. Et quelqu'un qui l'a accompagné là-dessus lui a dit, bah, à chaque fois que maintenant tu vas dire un gros mot, il lui a offert un bracelet. Et un bracelet un peu simple, élastique. À chaque fois que tu vas dire un gros mot, tu vas le changer de côté. Et en fait, il s'est mis à conscientiser le nombre de fois par jour où il changeait de main pour le bracelet. Et maintenant, il en dit plus aucune, en fait. C'est fou, hein. Ouais, on peut tout changer. Mais moi, je sais qu'il y a un sportif, c'est dans l'âme d'Enzo.
un fleurettiste qui est devenu super fort, numéro 1 mondial. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être 30 ans maintenant, mais ça fait 2 ans qu'il est au top. Ouais. Il est numéro 1 mondial. Et lui, à la base, il faisait pas de résultats. Il avait peut-être 5 ou 6 tics, mais comme Nadal. Ouais. Il faisait 15 000 trucs, mais entre chaque touche, il avait des trucs. Quand il prenait un point, il avait un autre truc. Et il en avait peut-être 5, 6, mais ça le nuisait. Ah, Ça il devenait, enfin, c'était mauvais pour lui. Et au final, ils nous ont dit, il a réussi à tout enlever. Il en a 2-3 maintenant, mais c'est des nouveaux trucs qui lui font du bien, et parce qu'il les a travaillés, et il est numéro 1 mondial, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on peut tout faire. Ouais. Mais j'avais entendu aussi parler d'un champion de karaté qui était presque niveau international et qui arrivait pas. Et à l'époque, il y avait un grand champion de karaté, et il faudrait que je retrouve le nom, mais et il s'est mis à le copier de A à Z, c'est-à-dire à faire tout exactement comme ce grand champion. Et 3 ans plus tard, il est devenu lui-même champion du monde de karaté, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, il y a des belles histoires. Et vu tu parlais de Jordan, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais t'as vu Rising Phoenix sur J'ai vu un petit peu, il y a une escrimeuse dedans. Ouais, bah ouais, les escrimeuses italiennes et tout, mais pareil, ça c'est un documentaire ou un film qui fait relativiser sur la vie. Tu te dis, c'est dingue. quand on entend les histoires je sais de pas comment les gens Jean-Baptiste font pour avancer encore après, quoi. C'est beau. On se dit, mais nous, on se prend la tête pour des conneries, alors que eux, ils se battent avec ce qu'ils ont, quoi. Ouais. Et on se dit, mais nous, mais quand j'ai mal à la cheville, je me plains, mais tais-toi, quoi. Tais-toi et avance. Non, mais c'est clair, il y a un peu de ça, ouais. Hier encore, je suis allée dans une école où j'ai fait essayer l'escrime à des jeunes enfants, dont des enfants handicapés, juste moteurs, du coup, qui étaient en fauteuil ou qui avaient du mal à marcher. Et j'ai pris une gifle, quoi. Déjà, j'ai fini ça, je me suis dit, mais quel bonheur de pouvoir de donner des étoiles dans des yeux à des enfants, juste en leur faisant essayer de l'escrime, en étant avec eux. Et ces enfants, ils ont du mal à porter un petit sabre et à tendre le bras, mais ils le font, quoi. Ouais, je vais essayer quand même, mais c'est cool. Et je vais être au top, et je vais essayer de battre mon adversaire, même si j'y arrive pas, quoi. Et je me suis dit, mais allons là toutes les semaines, non, une fois de temps en temps, quoi. Allons leur faire faut qu'on aille les voir pour leur donner de l'énergie, les faire sourire. Et nous aussi, ça nous apprend tout, quoi. Ouais, puis ça crée des déclics, tu vois, même en fait, tu sais, si tu vois un petit groupe et que tu crées un petit déclic chez un, tu lui changes un peu sa vie. C'est voilà. beau, quoi. Puis même s'il devient pas escrimeur professionnel, mais qu'il en fait juste pour le plaisir et que ça devient et tu vois, c'est déjà tout gagné, en fait, c'est déjà tout bénéf pour les autres, quoi. Mais c'est cool en tout cas que tu fasses ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est Astrid aussi, elle le faisait beaucoup. Je la vois souvent dans les écoles et tout. Elle a un rapport. Ouais, elle adore les enfants. Ouais, ça se voit. J'ai l'impression. Mais je sais pas comment je voulais faire une passerelle. Là, on a parlé un petit peu des difficultés et de ce que tu fais un peu à côté de l'escrime, mais moi je voulais parler un peu du côté réseaux sociaux, parce que je me baladais sur tes réseaux et je me disais tout était assez quali, assez fun, assez spontané et tout, et je me demandais si c'était une des choses sur lesquelles tu passais du temps ou sur lesquelles t'investissais, je sais pas, du temps, de l'énergie, de la formation, j'en sais rien, mais comment est-ce que tu le vois aujourd'hui? C'est un atout pour une escrimeuse, tu vois, qui... Ouais, c'est un atout. Déjà, de base, j'aime bien les réseaux sociaux. J'aime bien un peu montrer ma vie, j'avoue. J'aime bien montrer ma passion aussi, surtout. J'aime bien montrer ce que je fais. Parce que je sais que quand je suis arrivée à l'INSEP, il y avait un truc qui m'agaçait un peu. C'était que, on me disait, ouais, mais les escrimeurs, c'est un peu des branleurs, quoi. Ils s'entraînent pas vraiment. Ah ouais? C'est pas des grands sportifs. Mais je crois que j'ai déjà entendu ça. Ah, ça m'énervait. J'étais là, venez à l'entraînement, on va voir. Venez chez nous et on va voir si on s'entraîne pas, quoi. Okay. Et du coup, ça m'énervait. Et le principe des réseaux sociaux est de montrer mes préparations physiques, de montrer que je monte pas tous les jours tous mes entraînements, mais montrer ce que je fais, montrer que je suis à l'entraînement un dimanche une fois de temps en temps, et dire ce que je fais, et qu'au-delà de ça, au-delà de juste la préparation physique, des entraînements, et que j'ai une vie, j'arrive à m'épanouir grâce à l'escrime notamment, et ça me fait plaisir. Après, oui, je prends du temps. Il y a des moments où je fais des posts parce que c'est nécessaire, pas forcément parce que je l'avais voulu. Mais j'ai pas de formation. Je fais un peu au feeling. Je progresse parce que avant, pour avoir une photo, parce que j'aime bien avoir des jolies photos, forcément, je suis une fille et tout ça.
Mais tu sais, les hommes aussi adorent avoir des oui, jolies c'est vrai, photos. c'est vrai. J'aime bien avoir des jolies photos, que le contenu soit assez joli, quoi. Je me suis déjà pris la tête pendant 15 minutes, je l'avoue, Voilà, sur une photo. Tu sais, une fois que tu t'es mis un objectif dans la tête et que tu t'es dit je vais C'est poster clair. ce truc. On peut devenir un peu con. Hein. Non, forcément, il y a des fois où quand je demandais obstiné, faut dire. Ouais, obstiné. Et du coup, je sais que des fois, quand j'étais par exemple chez mes parents et que je voulais montrer ce que j'allais faire, je disais à ma mère, prends-moi en photo. Mais moi-même, je suis pas très douée pour être le mannequin. Ma mère, elle est pas forcément la meilleure pour prendre la photo. Du coup, il y a des moments où, avant, je lui mettais du temps, tu vois, à lui dire, bah voilà, essaye de faire comme ça, j'aime pas. Du coup, on passe un peu de temps. Maintenant, bah voilà, j'ai une idée en tête, je me dis, bah vas-y, fais comme ça, on va faire comme ça et ça va beaucoup plus vite. Donc, des moments, je peux passer 2 minutes à prendre une photo. Je vais pas mentir, hein, j'en prends 50 des photos. Oui, mais ça prend 2 minutes, quoi. Et après, moi, je fais mon tri de mon côté et je choisis. Mais non, j'aime bien montrer ce que je fais. J'aime bien dire aux gens, bah voilà, tu peux être une fille et vivre de ton sport et t'épanouir dans ton sport. Ouais. Et gagner. Et aller à la gagne, quoi. C'est clair. Et il y a quelques sponsors, du coup, qui suivent et qui peuvent être intéressés, justement. Oui, ça joue aussi. Ça joue forcément aussi. Ouais. On est beaucoup de sportifs à faire aussi ça pour aussi amener des sponsors. Parce que je gagne ma vie grâce à l'escrime. C'est ce qu'ils cherchent maintenant. Tous, mais je fais ça aussi pour que des sponsors me voient. Je sais que maintenant je suis avec Adidas et j'adore, je suis très heureuse d'être avec Adidas, mais il m'envoie des habits, il faut aussi que je les monte, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, le but ça c'est va que dans un sens, on te donne des habits parce que tu es sportive, mais aussi et parce que tu gagnes, mais aussi parce que je suis pas une influenceuse, mais parce que t'as une petite notoriété, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a 2-3 marques des fois qui me demandent pour que je monte leurs produits et qui me les offrent en échange. Donc non, mais ils font briller, ils font vraiment, enfin, tu fais briller leur marque, quoi. Tu vois, t'associes effectivement la gagne avec une belle marque comme Adidas, mais effectivement, je les aime de plus en plus. Tu vois ce qu'ils font sur leurs différentes strates réseaux sociaux et les athlètes qui suivent. Je trouve que c'est de plus en plus cohérent et voilà, ils sont dans un délire un peu team olympique, donc c'est cool. En plus, on se rend compte de temps en temps, donc ça, c'est génial. Ouais, ils font pas mal. Il y a beaucoup, ils ont beaucoup misé sur le communautaire, tu vois, je trouve, et c'est hyper intéressant. Bon, bah, trop chouette. J'ai des petites questions de la fin que j'aime bien poser un petit peu. Tu peux y répondre un peu du tac au tac ou creuser un peu si tu veux. Mais et la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Une bonne journée pour moi. Putain, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire la journée d'hier. La journée d'hier, c'est pas une journée que je ferai tous les jours parce qu'elle était épuisante et elle prend beaucoup de temps. Hier, j'ai eu le côté associatif du coup qui m'a pris une demi-journée qui était qui était une expérience extraordinaire du côté humain déjà. Et l'après-midi, j'ai dû faire un condensé de tous mes entraînements que j'aurais dû faire le matin et l'après-midi, mais en une après-midi. Et je suis arrivée à 14h, j'ai eu prépa mentale, j'ai eu une interview à 15h, j'ai eu préparation physique après, gainage proprioception, qui m'a pris, je pense, 45 minutes. Après, j'ai eu une leçon avec l'entraîneur, ça m'a pris 45 minutes encore. Et après j'ai tiré avec un adversaire. Et après, j'ai fait un tout petit peu de déplacement et après une séance kiné. Et j'ai fait ça de 14 à 20h. Wow. J'ai pas eu de pause. Mais et j'étais fatiguée en plus dès le matin parce que j'avais dû me lever tôt, j'ai eu une semaine assez chargée. Et je me suis dit, le matin, qu'est-ce que je veux ? Je veux réussir à finir cette journée, quoi. Et arriver à accomplir cette journée. Bon, vu que j'ai eu préparation mentale dans la journée, il a réussi à me blinder sur toute l'après-midi. Et j'ai fini la journée, je me suis dit, putain, je me suis super bien entraînée. Okay. Et j'ai vécu un truc extraordinaire le matin et l'après-midi. J'ai fait 50 000 trucs, mais les 50 000 trucs, j'étais à fond à chaque fois, quoi. Okay. Et je suis arrivée, le soir, il était encore 20h, j'étais là, oh, je suis trop contente! Je suis sûre que j'ai passé une journée de ouf, je suis épuisée, mais je suis tellement contente que je ressens pas encore la fatigue, quoi. On remet pas ça demain, on va faire une journée normale, mais je suis contente quand je fais une journée où, pas forcément une journée où je gagne tout, mais une journée où je sens que, mes entraînements, ils sont de qualité, quoi. Et je sens que je progresse, et je sens que j'ai été à fond dedans. Ok. Bon, après, là, j'avoue, j'ai l'impression qu'une journée type, c'est une journée d'entraînement, mais j'aime bien l'entraînement. Ok, mais ça se sent. il faut de la passion, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir d'athlète ? J'en ai 2. J'ai le souvenir aux Jeux Olympiques où je suis rentrée dans le stade pendant la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pris une claque. En fait, pendant des heures et des heures, on marche, on attend, on piétine, on attend pour rentrer dans le stade pour la cérémonie. Quand je suis rentrée dans le stade, je suis devenue euphorique.
mais folle, vraiment. Je sautais, je criais de partout, j'étais là. C'est ça, les Jeux Olympiques. Il y avait, c'était immense, c'était éblouissant. Il y avait du monde, il y avait des lumières, il y avait du feu. Je me suis dit, ça y est, c'est les Jeux, quoi. Et ça, c'était mon moment. C'était un moment fou. J'ai envie de retourner à la cérémonie d'ouverture là, il y en a bientôt là. Et le deuxième, c'était quand on est championne du monde en 2018 avec les filles. Ouais. C'était juste après la Coupe du Monde de foot, où on avait regardé, nous, la Coupe du Monde en Chine, avec toute l'équipe de France. On avait fait un espèce de sas dans le hall de l'hôtel à dire on veut regarder la finale. Du coup, on était tous les Français, on devait être 70 Français de l'équipe de France à être tous ensemble regroupés. Et quand on a vu que l'équipe de France avait gagné, on s'est dit nous aussi on veut ramener la coupe à la maison. En fait, on avait loupé toutes nos épreuves individuelles. Et quand on a fait l'épreuve par équipe, le premier jour, c'était sur 2 jours, le premier jour, j'ai eu une crise d'angoisse tellement j'étais stressée et que j'étais nulle. Et le lendemain, finalement, on finit par être championne du monde. Notre première fois à toutes les 3, à toutes les 4. On avait la même équipe depuis quelques années et là, on gagne et j'ai pleuré pendant 30 minutes, je crois. J'ai pleuré, j'étais tellement heureuse, tellement épuisée des 2 semaines qu'on avait passées en Chine. 3 semaines, je crois. Des 3 semaines qu'on avait passées en Chine. Je me suis dit, ça y est, on l'a, quoi. Et ça, c'était un moment. En plus, la finale, on a pris les Russes contre qui on perdait quasiment tout le temps. Et on les a tués, quoi. Elles ont pas vécu pendant tout le match. C'était un match parfait. Une journée difficile, en plus. Parce qu'on n'a pas fait que des matchs parfaits. Hein. On a tout gagné, mais c'était une journée avec des galères. Et on s'est accroché du début jusqu'à la fin. Et c'était la journée, presque une journée parfaite de championnat du monde, quoi. Ok. Bon, on voit les petites étoiles moi, je vois les petites étoiles dans tes yeux. En fait, c'était un gros moment. T'as un petit gris-gris, un petit porte-bonheur pour faire baisser la pression ou pour... Non, j'ai pas eu le droit. T'as pas eu le droit? J'ai pas eu le droit. Mon père avait des gris-gris. Okay. Et il a dit, je veux pas que ma fille en ait. Du coup, dès que j'avais un truc que je refaisais ou que je recommençais ou que je gardais, il me l'enlevait. Ok. C'est un truc un peu débile. Les filles ont cru passer un moment que j'en avais. Parce que je crois qu'une fois, je suis arrivée à une compétition, j'avais une nouvelle tenue que j'avais achetée. Et j'ai gagné la compétition. Du coup, elles m'ont dit, ouais, t'as refait pareil. J'ai dit non, j'aimais juste la tenue. Mais non, j'ai pas de gris-gris, non. J'ai des routines maintenant d'échauffement, tout ça. Parce que je fais avec mon préparateur mental pour occuper mon esprit, mais j'ai pas de gris-gris. Ok. Il y a des athlètes qui t'inspirent plus que d'autres? Ouais, et des grands athlètes forcément comme Michael Jordan, tout ça, eux forcément ils m'inspirent parce qu'ils sont impressionnants par leur palmarès, tout ça. Mais tu vois, moi je me dis, il y en a certains, ils sont tellement surnaturels que je peux pas s'identifier. Ouais. Et non, il y en a une qui est même mon amie aujourd'hui, c'est Clarisse Agbenienou. Ouais. La judokate, qui va bientôt récupérer une 5e étoile, je crois. Ouais, je lui souhaite. Tout ce qu'on lui souhaite. Non, elle, mis à part le palmarès qu'elle a et la sportive qu'elle est, en fait, c'est même l'être humain qu'elle est. J'ai appris à la rencontrer et moi, elle m'impressionne. Je lui ai déjà dit une fois, je me suis entraînée et j'en ai chié. Et je lui ai dit, mais j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, quand je te vois mettre tes vidéos sur les réseaux sociaux et transpirer et souffrir quasiment tous les jours, je me dis je peux bien le faire une fois de temps en temps, moi, parce que je fais moins de préparation physique qu'elle en termes de cardio, tout ça, donc forcément c'est parce que je fais pas du judo, je fais de l'escrime, mais quand j'en vois, je me dis Clarisse elle en voit tout le temps, donc tu peux le faire. Quand je me dis j'y arrive pas, je me dis Clarisse elle peut y arriver. Et cette fille elle m'impressionne. Si demain j'ai besoin d'un conseil, je peux lui demander, elle a toujours un truc à m'apprendre, quoi. C'est une férue de l'entraînement, ouais. C'est une férue de l'entraînement et c'est sur j'allais dire sur la piste, mais sur le tatami, c'est une combattante, hein. Elle et demain, et je retrouve un peu ce truc en elle que j'ai, c'est elle me dit demain elle rencontre demain on lui dit pour être championne du monde tu dois battre un homme. Je sais qu'elle va y aller, quoi. Et puis je sais qu'elle va le foutre au tapis. Et je me dis moi depuis que je suis toute petite, j'adore m'entraîner avec les garçons et encore aujourd'hui, dès que je peux, j'essaie de battre les gars, même si je peux pas physiquement. J'essaie quand même, quoi. Et je me dis, Pourquoi tu dis que tu peux pas, physiquement? L'écart, si le gars est vraiment moins bon en termes d'escrime, je peux le battre. Mais s'il est un bon niveau d'escrime et que c'est un homme, et physiquement, je peux pas le battre. Mais alors, qu'est-ce qui fait la diff? C'est l'explosivité? L'explosivité, la force, il va plus vite, il rentre plus fort, il voit du coup plus vite les choses. Et tout va trop vite. Et s'il est moins bon techniquement ou stratégiquement beaucoup moins bon, je peux l'avoir. Et je peux lui mettre des touches, je peux l'emmerder, mais un gars qui a un bon niveau d'escrime, je peux. Mon copain, par exemple, je ne peux pas le battre. C'est impossible. Ouais. J'aimerais bien, hein. Mais non. Ça arrivera un jour, t'inquiète. J'en bats, mais les très bons, je peux pas les battre. Ok. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Je me vois, j'espère déjà que je serai championne olympique déjà. Je me vois avec des petits bébés. Et je sais pas, en fait, dans 10 ans, j'ai du mal à me voir. Je me vois dans 5 ans, avoir 30 ans et être encore sur les pistes et m'entraîner en étant une maman et essayer d'avoir une autre médaille olympique, j'espère. Bah, c'est possible, hein. C'est possible. Mélina, elle l'a fait. Mélina, elle l'a fait, il y a des escrimeuses qui l'ont fait. Bah, et exactement. Et j'ai envie d'être une nouvelle Française qui le fera. Plus en plus, tu vois, je pense aussi à Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France de hand. Bien sûr, ouais. Maternité, 3 mois après, elle est sur le parquet. Un an après, boum, vice-championne d'Europe. Bah, voilà, c'est ça que je veux. Je veux être aussi... je suis une fille qui aime bien montrer que petite, le fait d'avoir été la seule fille à l'entraînement et de m'être entraînée avec des garçons, ça n'a pas du tout été un frein. Donc, j'aime bien dire aux petites filles, vous inquiétez pas, si t'as un rêve, tu peux l'avoir avec n'importe qui. Même si c'est qu'avec des garçons. Ouais, et c'est encore ce qui m'a fait progresser, c'est encore ce qui me fait gagner, je pense, aujourd'hui. Mais j'ai envie aussi d'être la fille qui fera des bébés, qui reviendra et qui fera encore des médailles, quoi. Enfin, déjà, il faut que je fasse les premières, hein. Mais j'ai envie d'être cette sportive, montrer que, c'est pas parce qu'une femme fait un enfant que c'est la fin de sa carrière, quoi. Ou c'est la fin de sa vie, quoi. Des fois, on peut entendre des gens dire ça, j'ai envie de dire non, on est bien plus que ça. Non, mais c'est clair. Ça change dans l'organisation, ça change beaucoup de choses. Donc, ça tourne une page de ta vie, ça c'est sûr. Mais c'est une nouvelle page et il faut la réécrire et je dis ça, j'en ai 2, donc je sais de quoi je parle, tu vois, mais et je me sens encore plus vivant et ça me donne de la force, tu vois, et il y a eu pas longtemps, j'ai eu un peu la réflexion et c'est Mélina qui m'en a parlé et j'ai trop ressenti ça. Elle m'a dit j'avais pas envie que ma fille sente qu'elle était un frein pour ma carrière et du coup j'avais envie de faire encore mieux, tu vois. Ah, c'est génial. Je suis sûre qu'elle a fait encore mieux. Et bien sûr, tu vois, et moi, c'est évident, elle est tellement déterminée. Moi, je pense que tout va bien se passer, tu vois. Mais moi, cette phrase-là a trop résonné, quoi. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire porter à mon fils le poids que c'est un frein ou que c'est quoi que ce soit. Et du coup, je vais me déchirer pour lui, quoi, pour qu'il se dise, putain, en fait, papa est encore plus fort après. Ouais, franchement, j'espère dire ça aussi. Voilà. Je fais en sorte. Si tu pouvais te donner un petit conseil à ton toi-même de 15 ans qui va au pôle pour la première fois, qui prend le train de Lyon à Orléans, qu'est-ce que la petite Manon elle aurait eu besoin de savoir à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te serais dit? Tu vas faire plein de sacrifices, t'en fais déjà en partant, mais continue, ça va payer. Okay. Crois en toi, ça va payer. Crois en toi? Ouais. Ok, trop chouette. Et la toute dernière question que j'ai, c'est un peu comme un passage de flambeau. C'est un passage de micro. Okay. C'est de savoir quelle est la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format comme celui-ci, un peu libre. On peut parler de tout, de rien, de perf, de prépa. Bon, vu que je suis amoureuse, j'aurais bien dit mon copain, parce qu'il a une histoire assez incroyable. Enfin, incroyable. Ouais. Il a fait les Jeux, il a 35 ans. Il a fait les Jeux en 2012. Il s'est pas sélectionné en 2016. Et là, il revient, il est sélectionné en 2020. Et je trouve ça beau. Je pense qu'il va continuer jusqu'à Paris 2024. Il est passé de vice-champion d'Europe 2012 à un creux. Et là, il revient, il est numéro 6 mondial. Donc forcément, lui... Je suis un peu fan, donc c'est lui que je te recommanderais, forcément. D'accord, vas-y, carrément. Mais sinon, un autre sportif, franchement, je sais pas, il y en a tellement et... T'as mentionné Clarisse tout à l'heure. Franchement, ouais, moi je te dirais va vers Clarisse. Hein. Franchement, moi, m'impressionne cette fille, elle a tellement de choses à donner. Et même là, tu vois, je sais que pour elle, la période est dure et je sais que je la vois travailler, j'ai l'impression plus fort que n'importe qui. Enfin, j'abuse forcément, mais je sais que... les Jeux, elle voulait les avoir l'année dernière, que là tout est chamboulé et que pour une personne comme elle, c'est très très dur. Plus dur que pour moi parce que moi je comptais continuer jusqu'à Paris tranquillement sans faire trop de pauses, tout ça. Mais là elle avait d'autres projets et quoi qu'il arrive, l'objectif il est là et elle va pas le lâcher, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi. Ouais, c'est vrai. Et écoute, je vais essayer. En plus, j'ai très bon contact et tout. Ça devait se faire un petit moment, c'est pas fait. Mais je vais repartir. Ouais, va voir des femmes ou mon copain. Voilà ce que je vais te dire. Ouais, exactement. Des femmes, en ce moment, j'en interview plein. Donc, c'est bien ça. Donc voilà, et je donne carrément la parole, effectivement, sur plein de sujets. Donc c'est cool. Merci infiniment. Franchement, j'ai passé un bête de moment. C'est très cool. On a beaucoup rigolé et tout. On est parti un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment génial. Donc, j'espère que toi aussi, t'as kiffé. Ouais, j'ai kiffé de ouf.
Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!